Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Bibliothèque universitaire de Toulouse 1 Capitole et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Maître Jean Baron, administrateur judiciaire à Toulouse, pour discuter sur la thématique les procédures d'insolvabilité européennes. Alors, cher maître, historiquement, nous avons un règlement insolvabilité qui porte le numéro 1346/2000 et qui a pour objet de résoudre les conflits de juridiction et les conflits de loi au sein de l'Union européenne en matière d'insolvabilité. Ce texte a conduit à donner compétence au juge de l'État membre du lieu du centre des intérêts principaux du débiteur. Ce juge peut de la sorte ouvrir une procédure d'insolvabilité dite principale, cette dernière englobant tous les biens du débiteur où qu'il se trouve. En parallèle, ce texte donne également compétence au juge de l'État membre du lieu d'un établissement du débiteur. Mais celui-ci ne peut ouvrir qu'une procédure dite cette fois secondaire avec effet territorial, c'est-à-dire limitée aux seuls biens qui se trouvent sur son territoire. C'est ainsi donc qu'un même débiteur peut faire l'objet de plusieurs procédures en Europe à son encontre finalement, chaque procédure obéissant à sa propre loi locale. Alors, cher maître, nous avons besoin de votre expertise, notamment après quelques années de mise en œuvre du texte. Autrement dit, que penser de ce dispositif en Europe ? Alors globalement, avec le recul sur ce dispositif 1346/2000, on s'aperçoit que beaucoup de procédures concurrentes sont nées, voire des procédures sauvages, notamment lorsqu'on a trait à des groupes de sociétés. Et le texte n'a pas réussi à résoudre finalement cette problématique. La difficulté principale également est une vision assez protectionniste des États en Europe malgré tout, malgré une volonté commune, et on a vu fleurir un certain nombre de procédures concurrentes entre les États, notamment lorsqu'il y avait lieu de traiter les groupes de sociétés. L'autre problématique de ce texte était que la procédure secondaire ne pouvait être qu'une liquidation judiciaire, ce qui est un problème pour le traitement des groupes de sociétés. Et enfin, aucune mesure spécifique pour traiter les groupes de sociétés, c'était la principale problématique de ce texte. Alors, le retour d'expérience au bout de 10 ans et que ce texte n'a pas permis finalement de limiter le forum shopping dans les groupes de sociétés, puisque certains États se sont spécialisés dans l'appréhension des dossiers transnationaux, considérant que le COMI, le centre des intérêts principaux du groupe, et donc de l'ensemble des filiales, étaient dans leur pays avec une vision assez extensive de la procédure. Et c'est donc la problématique qu'on a rencontrée avec ce texte. Heureusement, les nouveaux textes vont permettre de régler cette problématique. Après 10 ans de mise en œuvre et conformément aux dispositions du règlement insolvabilité, la Commission s'est lancée dans un travail de révision du texte, ce qui a donné lieu à l'adoption d'un nouveau règlement que l'on appelle communément insolvabilité bis et qui porte le numéro 2015/848. Alors ce nouveau texte procède à des adaptations et parfois même à des innovations. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, effectivement, globalement, ce nouveau texte règle un certain nombre de problématiques, en particulier concernant les procédures secondaires. Nous parlions tout à l'heure des procédures secondaires qui étaient obligatoirement liquidatives avec le premier règlement. Le règlement Insolbis règle le problème puisque les procédures secondaires ne sont plus uniquement des liquidations judiciaires, premier point. Et deuxième élément important, il donne le pouvoir aux praticiens d'insolvabilité de la procédure principale de stopper provisoirement l'ouverture de procédures secondaires en procédant à des engagements unilatéraux envers les pays susceptibles d'ouvrir une procédure secondaire qui produisent à peu près les mêmes effets pour les créanciers locaux, ce qui est une avancée assez significative qui ressort de la pratique finalement des protocoles qui ont pu être conclus avec les praticiens, entre les praticiens avant l'avènement de ce règlement. Donc il consacre la pratique. Et enfin, dernier point, il crée un corpus spécifique pour les groupes de sociétés qui intègre la notion de coordination collective entre les professionnels, ce qui permet d'augurer une meilleure coordination des procédures entre les praticiens d'une part, mais aussi entre les juridictions qui sont amenées à devoir
coopérer dans le but de sauvetage d'un groupe de sociétés, par exemple. Donc on constate qu'il y a des innovations, somme toute, majeures avec ce nouveau texte. Y a-t-il d'autres innovations également qui mériteraient d'être soulignées? Alors, oui, il y a un certain nombre de choses. Les points principaux sont les suivants. Il y a la création notamment d'une interconnexion via le site e-justice des registres nationaux d'insolvabilité des États européens. L'objectif étant de permettre l'accès aux informations en matière d'insolvabilité sur le plan européen, comme ça se produit notamment dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc donner une meilleure visibilité de l'activité. Il y a également un chapitre tout à fait d'actualité sur la protection des données qui sera intéressant de voir évoluer par la suite. Ce nouveau règlement insolvabilité vient de faire l'objet d'une transposition en droit français au moyen d'une ordonnance en date du 2 novembre 2017. Alors on peut s'interroger sur plusieurs points s'agissant de cette ordonnance. Tout d'abord sur le terrain de la technique législative européenne, car comme nous le savons, un règlement n'a pas besoin de transposition, il est d'application directe et immédiate. Également, on peut remarquer que sur le plan formel, cette ordonnance insère un nouveau titre 9 dans le livre 6 de notre Code de commerce. Alors, sur le plan plus substantiel, y a-t-il d'autres modifications également qui pourraient être soulignées? Oui, alors en effet, cette ordonnance n'était pas forcément obligatoire, mais le législateur a voulu consacrer un certain nombre de points. J'en retiens deux en particulier. Tout d'abord, les voies de recours. Le législateur a insisté notamment sur la capacité du parquet de faire un recours dans ce type de situation, ce qui est important eu égard à la place du parquet dans notre système. Et également, ce texte donne des précisions sur les engagements unilatéraux et leur contenu qui peuvent être d'une application un petit peu plus délicate si on lit le texte littéralement, puisque le texte demande à ce qu'il y ait une unanimité de l'ensemble des créanciers locaux, y compris sociaux, ce qui n'est pas forcément évident à obtenir dans ce type de situation. Et gageons que la pratique saura résoudre cette problématique en ayant une vision un petit peu plus extensive de ce texte. Reste à signaler la proposition de directive européenne du 22 novembre 2016 sur les procédures préventives et le droit au rebond. Alors ce texte innove car pour la première fois, il ouvre la voie à l'harmonisation matérielle des législations nationales en matière d'insolvabilité. Alors là encore, sans doute que votre regard d'expert va nous indiquer les éventuelles modifications auxquelles il faut s'attendre pour l'avenir. Oui, tout à fait. Alors globalement, pour la France, on peut dire qu'elle est clairement à l'origine de ce projet, puisque l'expérience française en matière de prévention est extrêmement importante. On est un des pays qui a démarré le plus tôt la prévention. Le démarrage date des années 80 en France, donc un certain recul sur la prévention. En revanche, il est vrai que pour beaucoup de pays de l'Union européenne, c'est un bouleversement, puisque beaucoup avaient une culture qui était axée essentiellement sur la liquidation judiciaire. Donc ce texte a quand même un intérêt majeur pour orienter les pays vers un peu plus de prévention. Il instaure également un mécanisme de cram-down, c'est-à-dire d'application de la loi de la majorité des créanciers lorsqu'un accord, une unanimité n'est pas possible. Ce mécanisme a comme particularité de permettre d'imposer aux créanciers récalcitrants une solution qui est votée par la majorité des créanciers. Pour ce qui est du droit français, s'agissant d'une directive, cette fois-ci une transposition sera nécessaire, puisque c'est ce qui est prévu en pareil cas. Le corpus français est quand même prêt, me semble-t-il, à l'application de cette directive. Il y aura quelques ajustements à réaliser, notamment concernant les classes de créanciers qui ne sont pas définies de la même façon en droit français. Et également pour le mécanisme du cram-down qui sera à mettre en place, ainsi que le gel du passif, puisque en prévention, en droit français, le gel du passif ne se réalise pas sauf cas exceptionnel. Donc voilà les quelques éléments modificatifs à réaliser en droit français, mais globalement c'est un texte qui devrait sortir courant 2019, qui apportera, je pense, un vent de nouveautés dans les procédures européennes. Mais alors justement, ne pensez-vous pas qu'avec cette nouvelle orientation, l'Europe est en passe de devenir finalement eurocentrée? Il est vrai qu'on peut peut-être regretter au niveau européen de ne pas avoir intégré la loi type de la CNUTSI,
qui permet la reconnaissance de décisions d'insolvabilité à l'étranger, parce que cette loi type a été ratifiée par un certain nombre d'États, et un certain nombre d'États importants la considèrent comme extrêmement importante pour ce type de procédure. Pour autant, ce qu'il faut souligner, c'est que la prévention a quand même de gros avantages sur le plan international. C'est que les accords de subordination en place entre les créanciers sont toujours là. Et donc, il me semble que pour le traitement des groupes internationaux, c'est clairement la meilleure voie d'attaque pour adresser une solution de continuation et de plan dans ce type de groupe de société à l'échelle européenne. Merci beaucoup pour votre éclairage. Au revoir à tous.